Bonjour à tous et bienvenue sur Job Show. Donc aujourd'hui, on accueille Louis qui bosse dans une boîte, à mon avis, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est assez vibrante et très actuelle. Et donc, il va nous en parler un petit peu plus. Donc, bonjour Louis, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci beaucoup de me recevoir ici. Hyper content d'être avec vous. Merci beaucoup Louis. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Je m'appelle Louis, j'ai 27 ans et je suis consultant chez McKinsey maintenant depuis 2 ans. Ok, et donc avant d'arriver chez McKinsey, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, des stages, de tes études, des stages que tu as fait Oui, il y a un peu un chemin qui amène chez McKinsey qui est différent pour chacun. On a des profils très différents. Si on se cantonne au mien, j'ai plutôt fait de l'économie, à la fois en licence, après en master, et après j'ai fait des politiques publiques à Cambridge en Angleterre, toujours dans cette logique d'allier économie et impact sociétal. Au fur et à mesure de mes stages que j'ai fait en banque d'affaires et aussi en conseil et en cabinet ministériel, on pourra y revenir après, mais là où j'ai perçu que j'allais avoir le plus d'impact et surtout avoir la plus belle courbe d'apprentissage, c'était sûrement chez McKinsey. Voilà. Ok. Trop stylé. Qu'est-ce que t'avais une... Ouais, je me demandais quel était le processus du coup de recrutement que toi t'avais eu et aujourd'hui quel est le processus de recrutement pour entrer dans une grosse boîte comme chez McKinsey. Ouais, bah alors c'est un processus qui s'adapte déjà à tous les profils. On a autant des gens ingénieurs, des gens avec des formations plutôt littéraires. Donc il n'y a pas de prérequis et c'est pas forcément un processus qui est très technique. Okay. Ça se compose de 2 grandes parties. Il y a une partie qui est plutôt du fit, c'est se présenter, présenter son ambition, ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on a envie d'apporter à la boîte. Et une partie qui est appelée technique mais qui est pas vraiment, qui est la partie des études de cas où en fait on te met dans une situation, on te dit je suis la société A qui veut vendre, j'en sais rien, des bonbons aux États-Unis, quelles sont les stratégies à développer, et après tu échanges avec l'interlocuteur, et ça c'est juste pour tester ta façon de penser, ta clarté d'esprit et quelques mécanismes un peu analytiques mais qui sont atteignables par tous honnêtement. Ok. Ouais, mais c'est pas genre 3 heures d'entretien comme en finance. Si, c'est hyper long. En fait, c'est hyper long et c'est un gros process. Mais si on se prépare bien, honnêtement, j'ai des amis qui ont plutôt fait une formation littéraire qui s'y sont retrouvés et des amis ingé qui connaissaient pour le coup rien au business et qui faisaient des ponts, qui se sont retrouvés à postuler chez Mac et qui ont bien réussi les études de cas. En fait, c'est juste s'entraîner à résoudre des mini cas comme ça. Okay. Et ça, pour le coup, ça s'apprend. En effet, il y a plein d'interviews. Je sais plus, il y a 3 rounds, je crois, avec à chaque fois 2 entretiens par round. Donc ça doit faire 6 entretiens avec une partie fit et une partie étude de cas. C'est énorme quand même. Hein. Ouais, c'est énorme. En fait, ça fait peur et je pense que c'est aussi voulu comme ça. C'est parce que un des enjeux, c'est aussi d'être aligné avec ce qu'on fait. Et ils veulent des gens vraiment motivés. Donc, le fait d'avoir plein d'entretiens, c'est aussi un mécanisme qui permet d'échauffer les gens qui sont pas forcément très motivés. Ouais, bien sûr. Et en plus, ça permet de cross-tester, enfin, de voir à travers les yeux de différentes personnes si la personne est smart et surtout si la personne va être épanouie même dans le métier. Ouais. Donc, c'est autant pour McKinsey en tant que boîte, que j'ai arrêté de dire Mac, que pour les gens en tant que tels, pour pas qu'on leur dise viens chez nous et en fait, au bout de 1 an, le type dit en fait, rien à voir, je suis pas venu pour faire ça, quoi. Ouais. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est une boîte, on pense automatiquement à finance directement. Ouais. Mais en fait, c'est une boîte qui touche tellement d'industries que n'importe qui vient qui a fait un peu, pas n'importe qui, mais genre, plusieurs secteurs, ouais. Différentes, faire des études d'histoire et finir carrément. Ouais, complètement. C'est très anglo-saxon finalement. C'est carrément anglo-saxon. Bah, c'est la vraie dichotomie entre le système français où en fait, tu fais des études pour faire un métier et qui sont très liés et alors qu'en Angleterre typiquement oui tu peux faire art africain à Oxford et te retrouver en finance ou chez McKinsey parce qu'en fait ce qu'ils mesurent c'est la capacité à apprendre et ils considèrent que si tu as pu apprendre l'art africain très vite en 3 ans a priori n'importe quel métier tu vas pouvoir l'apprendre en 3 ans qui est un système qui est assez beau je trouve et qu'on retrouve dans plein de boîtes anglo-saxonnes américaines en France il n'y a pas que McKinsey hein. Tu disais que tu avais bossé dans un cabinet ministériel. Ouais. Tu as commencé un peu à bosser en politique au début et au cours de tes stages. Ah, bien sûr. Et maintenant, tu t'es redirigé vers le conseil. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ton expérience en politique et pourquoi finalement se rediriger dans le conseil ? Alors, l'expérience initiale en politique, c'était de se dire je suis jeune, je m'intéresse énormément à l'économie et je pense que
je peux apporter ma pierre à l'édifice de manière assez modeste dans le domaine public en mettant mes connaissances au service de la société. C'était aussi simple que ça, c'est naïf, tu sais, t'as 20 ans, 21 ans. Moi, mon raisonnement, il s'arrêtait là. Et je m'étais dit, où t'as le plus d'impact, ça va être en cabinet ministériel. En l'occurrence, j'étais en cabinet en stage, c'était hyper rapide, hein, c'était à peine 3 mois à Bercy, auprès du ministre des Finances à l'époque. Et je m'étais dit, en fait, c'est top, ça allie éco et politique publique. Seulement dans l'administration, parce que c'est pas vraiment de la politique en tant que telle, c'est plutôt de l'administration, il y a une vraie inertie. Tout le monde s'en plaint en France, tout le monde fait 1 milliard de boutades là-dessus, mais c'est vrai. En fait, quand tu fais une note, tu la transmets à une direction. La direction la relie, la transmet au ministre. Le ministre la transmet aux parlementaires. Les parlementaires la relisent, la transmettent au Sénat. Et donc, entre le moment initial où toi, tu as structuré ta pensée sur un papier, j'en sais rien, par exemple, sur... je sais pas moi, le système de retraite ou la mise en place d'un nouvel impôt solidaire, bah c'est quelque chose où à la fin la conséquence est très diluée par rapport à l'état initial et donc tu as une vraie inertie. Or quand tu es jeune naïvement, et moi c'était le cas, je me disais je veux faire des trucs et voir un peu le truc sortir du sol. En l'occurrence, là c'est pas du tout le cas dans l'administration et je pense que c'est pas grave. Mais moi c'était aussi un truc de personnalité où je suis plutôt quelqu'un voilà qui aime bien faire 1000 choses en même temps et le truc de se dire il y a une carrière, produit ta note, elle sera peut-être annotée par le directeur de je ne sais quelle administration avec un acronyme que je connaissais pas, ça m'allait pas du tout. Donc d'où le fait de me tourner plus vers le privé pour avoir un peu des choses qui allaient plus vite. C'était aussi simple que ça comme raisonnement, honnêtement. Ok. Je trouve ça bien quand même de dire que tu voulais avoir un impact sur la société. C'est assez honorable. Ouais, ça c'est normal, mais c'est aussi naïf. Tu sais, moi, honnêtement, je me disais, j'ai fait des études. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait des études. Je pense que j'en dois une à la société parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire des études. En France, globalement, les études, même collège, lycée, c'est quand même un truc qui est assez admirable. Je vais apporter, même en tant que stagiaire et tout, un petit bout de ce que je sais et surtout je vais apprendre aux côtés de ces gens-là et se dédier à avoir un objectif qui te dépasse, c'est toujours super stimulant. Ok, et du coup donc maintenant t'es chez McKinsey. Exactement, ce qui n'a pas grand-chose à voir. Mais c'est tout de même une sacrée boîte. Oui. C'est une boîte qui est hyper reconnue à l'international et donc ça doit être hyper intéressant aussi de travailler avec des gens mais peut-être aussi un peu intimidants, des gens qui ont peut-être 30 ou 40 ans d'expérience plus que toi et qui sont assez reconnus dans leur métier. Et qu'est-ce que t'en penses toi de McKinsey en fait, de sa place un peu à l'international, le fait qu'elle touche à différentes industries et surtout qui regroupe autant de gens de milieux différents et qui réfléchissent en fait tous ensemble comme ça. Exactement, tu viens de le dire, je pense que la valeur de McKinsey et de toute firme de conseil, mais on en parlera après, spécifiquement de McKinsey, c'est qu'en fait c'est que du capital humain. C'est que des gens réunis dans un même espace qui vont aider à résoudre des problèmes complexes. Donc c'est des problèmes complexes qui peuvent aller de problèmes complexes de grandes sociétés bancaires à des plans de vaccination. Et en fait, ça c'est des métiers qui sont assez touche à tout. Et je pense que une boîte qui choisit de mettre tout son investissement au service du développement de tous ses collaborateurs, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont très gentils, c'est parce que la valeur de la boîte, c'est les collaborateurs. Donc, ils investissent autant dans ses collaborateurs que les collaborateurs investissent dans la boîte. Ça crée un environnement qui est super sain quand t'es jeune, parce que globalement, you're never the smartest in the room. Il y a toujours des types qui sont plus malins que toi, et ça, c'est génial. Moi, j'étais hyper content de ça. Résultat, sur les différents secteurs, pour répondre à la première partie de ta question, ça dépend des affinités de chacun. Les gens se découvrent, je sais pas, il y en a qui aiment beaucoup le luxe finalement, il y en a qui aiment beaucoup faire de la banque, il y en a qui aiment travailler dans le secteur de l'énergie, les énergies vertes, etc. Et ça permet le conseil aussi de faire un non-choix, de se dire si je suis honnête avec moi-même, je sais pas encore trop où je veux aller, j'ai envie de voir un panel de choses assez agnostiques et de se retrouver à la fin dans un secteur plutôt qu'un autre en continuant à apprendre. Donc c'est un peu aussi une seconde école de la vie, ce métier en tant que tel. C'est vrai, t'as raison, c'est trop stylé. Mais du coup, concrètement, toi, t'es consultant en business analyst. Mais du coup, concrètement, ça veut dire quoi être consultant chez McKinsey et spécifiquement, du coup, en business analyst? Alors, j'aime bien le résumé, mais il y a un peu 3 métiers chez McKinsey. Il y a consultant. Donc ça, c'est t'accompagnes une mission, il y a des problèmes très analytiques où t'as un problème et le but c'est que tu trouves la solution. Ça peut être des problèmes financiers, mais ça peut être des problèmes aussi environnementaux, ça peut être des problèmes stratégiques. Il y a le métier de chef de projet, là tu gères une équipe, donc là c'est différent parce que t'as quand même 44 personnes qui dépendent de toi. Et il y a le métier de partenaire associé, là c'est tu vends des projets. Si je reviens à mon métier moi, concrètement une journée type ou des choses comme ça,
c'est le matin on arrive, il y a, si je prends un exemple, une société qui dit moi je veux réduire mon impact carbone par exemple, et je sais pas trop comment faire, je suis en train de construire une ville quasiment parce que c'est un projet que j'ai fait, quels sont mes leviers pour avoir un impact environnemental minimal? Et ben McKinsey, notre boulot ça va être de collecter par exemple tout ce que les autres gens dans cette situation-là, tous les gens qui ont voulu construire une ville de nulle part ont fait pour essayer d'isoler un peu les bonnes pratiques, les trucs qui ont été incroyables, et d'arriver avec une sorte de connaissance pour présenter un premier truc au client. Donc il y a un peu un enjeu de synthèse, comme on disait au début. Il y a un enjeu aussi de présentation, donc de formaliser cette synthèse en discours en disant bah voilà, si tu veux faire une ville verte, c'est important d'avoir, j'en sais rien moi, des panneaux solaires, d'avoir des transports, mobilité, tramway, etc. Et ça c'est une dimension de présentation. Et enfin la dernière dimension qui à mon avis est aussi intéressante, c'est une dimension plus humaine où il y a un positionnement à avoir vis-à-vis du client qui est de dire mais en fait c'est pas un truc contractuel, on travaille ensemble, on est main dans la main, et ça c'est très dur de le faire sentir quand on est jeune parce qu'honnêtement c'est ton métier, c'est ton salaire à la fin du mois, et c'est difficile d'avoir cette relation d'égal à égal avec un client en lui montrant que voilà, t'es dans le même camp et que tu vas réussir ensemble. Mais donc si je coupe une journée de manière très concrète, parce qu'évidemment j'ai un wording McKinsey que personne ne comprend, je pense que c'est un tiers de réflexion pure, honnêtement, où t'as un tableau blanc et t'écris les idées qui te passent par la tête sur quelle serait la bonne stratégie à adopter. Ouais. Donc tu les listes toutes, et la valeur les paroles d'un junior, d'un associé ont autant de valeur parce qu'en fait t'as une valeur dans la diversité, à la fois des profils, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut des profils de background différents, parce que t'as plein d'idées. Un tiers de la journée comme ça, tu réfléchis. Il y a un tiers de la journée où quand même, voire la moitié, ça dépend, tu mets ces idées, ça y a des slides concrètement ou des Excel où tu dis bah voilà ce que ça voudrait dire de faire cette idée, ce que ça coûterait, etc. Donc tu modélises ta pensée avec des chiffres. Typiquement, j'en sais rien, si ton idée est géniale, c'est d'installer des millions de panneaux solaires, je ne sais où, bah tu dis bah ça coûterait tant, machin, il faudrait faire ça. Ça c'est un autre tiers. Et le dernier tiers, c'est la présentation où juste tu dis présente au client en disant voilà, on a réfléchi, on a vu telle ville au Brésil, telle ville, j'en sais rien, en Amérique du Sud, qui ont fait ça. Nous on pense que pour vous ça voudrait dire ça. Et donc c'est assez équilibré entre du travail en chambre un peu je dirais pas intellectuel, mais plutôt analytique, et un effort de présentation vis-à-vis du client, quoi. Mais du coup, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de benchmark. Exactement. S'approprier un peu ce que les autres ont fait, le refaire, le proposer, avec votre vision aussi de ce qui peut marcher ou pas. Tout à fait. Et la valeur aussi, c'est que nous, en interne, et je pense que McKinsey et d'autres aussi, hein, mais on a toujours l'expert à la pointe du sujet bien sûr. En question. Tu vois, par exemple, si je prends des sujets de luxe ou des sujets de biens de grande consommation, mettons que tu vas ouvrir des magasins, je ne sais pas dans quelle ville, on va avoir nous en interne le mec qui a ouvert les magasins il y a 5 ans sur une marque qui est exactement la même que la tienne, et donc évidemment ça a une valeur parce qu'en fait il y a un réseau interne de gens qui connaissent tout sur tout, et comme en tant que tel nous on peut rien connaître parce que bon c'est pas, on peut pas être expert de tout le temps, on mobilise ces gens là qui sont honnêtement des experts, et ça permet aussi d'avoir une vraie honnêteté intellectuelle et de pas rentrer dans ce cliché du consultant entre guillemets bullshit qui écrit des trucs qui veulent rien dire. On essaye d'en sortir parce que je pense dans les années 90-2000 c'est une vraie critique qu'on faisait au conseil en disant en fait vos slides ça pourrait être pour Coca-Cola en Inde, ça serait la même chose, tu vois. D'accord, ok. Donc voilà. Tu travailles vachement en équipe. Ouais, c'est du travail vachement en équipe. C'est très différent du travail de recherche ou du travail académique où t'es tout seul derrière ton ordinateur et tout. T'es en permanence dans ce qu'on appelle une team room à 3 à 4. Bon, du coup, tu phosphores et tu réfléchis, donc faut vraiment bien aimer les gens, honnêtement. Si vous êtes quelqu'un de plutôt réservé ou même plutôt qui tire votre énergie d'un travail individuel, c'est un métier qui peut être un peu pesant parce que tu fais que parler, quoi. Enfin, voilà. C'est tout. C'est déjà pas mal. Et tout à l'heure, tu parlais de tes clients. Mais du coup, les boîtes avec lesquelles vous travaillez, est-ce qu'elles viennent vous voir? Est-ce que vous venez les chercher? Comment vous créez une situation de conseil, du coup? Il y a un peu de tout. On va beaucoup les chercher quand on pense que il y a un vrai sujet. Par exemple, si je prends l'intelligence artificielle, vous n'êtes pas sans savoir que l'Europe a un retard, par exemple, par rapport aux États-Unis. Ouais, bien sûr. McKinsey est international. McKinsey fait ce constat-là.
Donc là, ça va être un vrai rôle de Mac d'aller voir des géants de l'informatique européens, français, pour essayer de faire émerger une contrepartie à ces géants-là. Okay. Et là, on est dans une approche qu'on appelle un peu prospective. On va leur dire, bah voilà, il faudrait bien faire ça. On pense que on peut le faire ensemble. Et voilà, évidemment, il y a une rémunération à la fin. Ouais, mais comme vous avez une certaine crédibilité, les gens souvent se disent, ah ok, on va peut-être le faire, on va le prendre. S'ils viennent nous voir, de manière générale, ils n'ont pas de temps à perdre et ils y croient et donc on va travailler ensemble. Et l'autre approche, c'est par exemple une société, j'en sais rien, qui va pas très bien, qui se dit mais en fait je sais pas moi, je sais pas, un exemple, je fais des appareils photo jetables, le business va pas très bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour éviter que tout s'écroule demain? Et ben là ils viennent nous voir et ils disent bon bah voilà, j'ai un problème, honnêtement je sais plus trop quoi faire, et là c'est des appels entrants où on les aide. Voilà. Il y a un peu de tout, honnêtement. C'est parfois de notre fait, parfois de leur fait. Et du coup, si on devait parler un peu plus du déroulé d'une mission, une fois que la boîte, genre, vous signez le contrat, allez, on va travailler ensemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a une phase de diagnostic où nous on parle en fait, on écoute énormément, on balaye pas mal de papiers académiques aussi sur le secteur en question. Mettons que ce soit, je sais pas, pour prendre un autre exemple de secteur qui est un peu compliqué. Si tu travailles par exemple pour un géant de l'agroalimentaire, typiquement, t'es pas censé être un expert de l'agroalimentaire, t'es pas fermier, enfin bref. Du coup, il y a une phase diagnostique en disant voilà qu'est-ce qui existe, comment ça marche, etc. Et ça, c'est à la fois des recherches académiques, des experts de chez nous qu'on mobilise et des entretiens avec le client pour qu'on ait un peu, tu vois, un panel un peu de tout ce qui existe sur ce sujet-là et qu'on arrive. Bien cerner le sujet, quoi. Qu'on ait bien cerné le sujet. C'est hyper important. C'est la partie un peu problème framing au début pour bien que sûr. La mission, on soit pas à côté de la plaque quand on y répond. C'est la première partie. Et après, il y a toute une partie où en fait, juste tu déroules la stratégie un peu avec le client en disant est-ce qu'on est d'accord que l'objectif, j'en sais rien moi, c'est d'avoir de sourcer du coton, je ne sais où, dans quel pays, et d'acheter telle ou telle boîte. Et en fait, ça, t'avances avec le client. Honnêtement, t'es main dans la main avec lui, même si la mission est courte. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se font recruter après dans les boîtes qu'ils ont conseillées. Mais c'est un peu comme si c'est un peu un film à vie de la boîte en question. Tu t'es avec eux, t'es là au quotidien, machin, et tu peux créer des super liens avec ton client. Et ça arrive très souvent qu'il y ait des gens qui tombent amoureux de la mission qu'ils ont faite et du coup finalement ils postulent ou ils sont recrutés. C'est un bon moyen aussi de se recruter. C'est ouf. Voilà. Et tout à l'heure justement tu parlais un peu de ta crédibilité, toi à 25 ans face à un client. Oui. Genre, comment t'as adopté un peu cette posture? Genre, faut que je me fasse respecter parce que c'est mon client, mais en même temps, il doit aussi m'écouter. Complètement. C'est compliqué, bon, alors, personne n'est naïf, hein. Un jeune qui a 27 ans, c'est un jeune qui a 27 ans. Il a 4 ans d'expérience professionnelle, pas plus. Je pense que les clients le savent aussi. Enfin, je fais pas illusion. Je veux dire, je vais pas m'inventer une barbe demain pour faire 40 ans. Donc, la valeur qu'on a, nous, en tant que consultant junior, etc., c'est plus la façon dont on va analyser le problème et l'énergie qu'on va y mettre. Typiquement, si un client nous dit ce serait génial que vous ayez un point de vue sur le domaine du maritime, j'en sais rien moi, en Asie du Sud-Est, et que tu vas le voir le lendemain en étant à peu près calé, il se dit ok, il a fait ses recherches, en plus il structure bien sa pensée. C'est faire ses preuves aussi. Pas. C'est important de faire ses preuves aussi, et c'est pour ça on a tout le temps ce cliché d'être assertif ou je sais pas trop quoi, d'arriver avec un état d'esprit très fermé. Et en fait, c'est pas si vrai que ça dans le conseil, parce que il faut quand même que tu aies une forme d'honnêteté intellectuelle pour être crédible. Sinon, juste tu prends des plombs quoi. Quand? Évidemment. Ouais, tu te fais. Enfin, je veux dire, c'est assez dur, je pense, en tant que jeune, de structurer cette crédibilité-là. Mais une fois que c'est acquis, la relation de confiance, elle dure dans le temps. Ok. Voilà. Et donc là, tu viens de nous expliquer un petit peu le déroulé de tes missions. Et est-ce qu'il y a une mission en particulier, enfin, il y a une mission qui t'a particulièrement marqué en tout cas? Honnêtement, oui. J'ai eu une mission qui était assez passionnante, qui était une mission pour créer un fonds à impact de zéro. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y avait la volonté d'avoir un impact sociétal fort, de mobiliser des fonds. Et la personne à l'équipe qui voulait créer ce fonds d'investissement s'est dit, en fait, moi, honnêtement, je sais comment faire, mais j'ai besoin de mobiliser des connaissances et des gens qui s'y connaissent dans plein de secteurs, dans la pollution des eaux, dans le traitement des plastiques, dans l'agriculture, dans le traitement des déchets, dans la fashion recyclable, etc. Et donc, cette équipe est allée voir Mac et du coup, nous, de zéro, on a dû créer le document pour leur permettre d'aller lever des fonds et créer un
font un impact qui, j'espère, sera hyper gros. Et du coup, en une semaine, tu deviens, je sais pas, expert du coton infiniment recyclable. Et donc, tu te renseignes et tu te rends compte qu'il y a des gens, voilà, qui développent des fibres de coton qui sont à l'infini recyclées, et qu'en fait, c'est des boîtes qui sont des boîtes, non seulement qui sont des boîtes d'avenir, parce que financièrement, ça marchera très bien, mais qui aussi ont un impact sur la société qui est plutôt positif. Donc, cette mission-là, en fait, c'est toujours le problème du consultant. Là, en plus, je donne que les exemples qui sont super sur la quête de sens, mais c'est un vrai problème. Là, des quêtes de sens, intérêt intellectuel, et aussi être quand même stimulé honnêtement au quotidien par le métier, c'est toujours un peu un dilemme difficile, et cette mission elle cochait un peu toutes les cases. Voilà. Ok, d'accord. C'est ouf en vrai, c'est vrai que tu dois avoir faut savoir, tu te mets dans une posture de quelqu'un, tu dois être expert. Ouais, tu vois passer beaucoup de choses. Et pour l'exposition, en fait, comme t'es avec des personnes qui ont payé quand même la mission en tant que telle, bien sûr. Ils attendent un retour, et donc ça t'oblige aussi individuellement à être. Il faut que tu sois à la hauteur. À la hauteur du truc. Tu deviens expert. Tu deviens expert dans le sujet. Tu deviens expert, en tout cas, tu les aides à réfléchir sur un sujet. Ouais. C'est ouf. C'est super intéressant de voir du coup le moment où il y a la mission où vous commencez à mettre vos idées sur papier, il est temps. Et jusqu'à la fin de voir vraiment le truc prendre vie. Et le résultat, quoi. Et ce qui est le plus beau, c'est quand tu le vois prendre vie à travers des gens. Ouais. Toi, typiquement, quand tu te rends compte, 2-3 mois après, que ton projet, ça a pris vie, et que t'as quelqu'un qui t'explique encore mieux le projet que ce que toi t'as fait, ça c'est fascinant, parce que en fait, ça veut dire que t'as tout transmis au client, et que du coup, il est devenu meilleur que toi. Donc t'as un vrai aspect didactique, transmission, enseignement, etc., qui est super fort, et qui est vrai dans la vie. C'est pour ça que le conseil, c'est un métier qui est assez généraliste. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu portes une idée et que la personne en face de toi, 3 mois après, vient te le voir avec la même idée améliorée, c'est que tu as réussi ton job. Le vrai impact sociétal, quoi. Le vrai impact, mais c'est social ou financier. Oui. Même, la plupart des missions qu'on fait aussi, elles ont un impact financier, important. Mais une idée, ça a une valeur dans tous les cas, quoi. Comme tu nous l'as dit pendant tout l'épisode, il y a vraiment des compétences à avoir, je pense une posture à adopter pour être consultant. Et toi, qu'est-ce que tu pourrais dire comme grosse compétence à avoir pour réussir dans le monde du conseil? Alors la première, je pense qu'il faut quand même une forme d'humilité sur la capacité d'apprentissage. Okay. Oui, il faut arriver en se disant, je sais pas grand-chose, j'ai envie de me développer, j'ai envie d'acquérir des connaissances, j'ai envie d'acquérir des compétences, et il faut arriver avec une vraie forme d'humilité. En fait, c'est plutôt une bonne chose quand pendant les entretiens, pendant des missions, vous dites franchement, je suis peut-être le mec le moins malin de la salle. Mais en fait, ça c'est génial, parce que si à un moment donné dans votre vie, vous êtes le type le plus smart, c'est juste qu'il y a un problème, vous n'êtes pas au bon endroit, parce que en fait vous progressez pas. Et ça, c'est une vraie forme d'humilité à avoir. Après, les autres qualités, il y a une forme de capacité analytique, compétence analytique. Il faut être bon avec les chiffres. Honnêtement, c'est vrai. Ouais. Même si on vient d'un background littéraire, il faut savoir manier les chiffres. C'est des chiffres qui sont pas complexes, c'est des pourcentages, etc. Mais il faut être habile avec ça. Et après, la troisième qualité, mais qui peut se développer avec le temps, c'est une forme de capacité de synthèse et de présentation, comme je l'avais dit avant. Ouais. Et ça s'acquiert. Honnêtement, on a et on met en valeur énormément de profils qui sont des introvertis, parce que il y a beaucoup de clients, typiquement beaucoup de boîtes d'ingénieurs ou de grosses industries françaises, qui se retrouvent beaucoup dans des profils introvertis, parce que ce sont des gens plus calmes, qui inspirent peut-être plus la confiance de certains clients. Et comme on conseille des boîtes qui représentent la société, on se doit, nous, d'avoir des gens qui représentent la société, d'où l'enjeu de diversité aussi. Okay. Parce que quand vous avez des gens qui ont fait le même collège, le même lycée, la même école, en fait, au-delà de c'est pas dingue, c'est aussi pas bon pour le business, parce qu'en fait, ça représente pas, et les idées sont beaucoup moins diffuses, et c'est des problématiques qui sont peut-être plus restreintes, et donc ça tire pas la boîte vers le haut. Okay. Mais quand tu parlais d'humilité au début de connaissances, moi je dirais plutôt c'est important d'avoir de la curiosité. Curiosité, oui, tout à fait. C'est plutôt curiosité qu'humilité d'ailleurs, parce que en fait, être curieux, ça veut aussi être humble, mais c'est vrai qu'il faut avoir envie de s'intéresser à des trucs qui parfois sont pas passionnants, juste pour le jeu intellectuel de la chose. Et ça c'est fondamental. Je pense que t'as raison, c'est plus un enjeu de curiosité avant tout. C'est un bon exercice pour le cerveau de faire du conseil. Ça, mais après à un moment donné ça fatigue aussi, hein. Quand on fait 15 fois la réflexion sur le problème, du pourquoi, du comment, il faut commencer par faire le problème absolu, problème. En fait, comme c'est très abstrait souvent, et que c'est des plans stratégiques à horizon 2030, qu'est-ce que telle boîte doit faire,
c'est à la fois vertigineux, mais il y a plein de gens qui me disent, et c'est normal, en fait, moi, j'ai envie de faire des vraies choses. Ouais. J'ai pas envie de conseiller des CEO sur la vision de leur entreprise, en fait. Et j'ai envie de faire des choses et de voir mon travail se matérialiser. Ce qui est un peu un défaut du conseil. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être dans les boîtes Exactement. qui conseillent aussi. Exactement, ou qui montent des boîtes, ou qui font autre chose. Et c'est plutôt bien, parce que parfois ils reviennent, etc. Il y a une vraie porosité entre les gens qui partent, qui montent une boîte, qui reviennent, qui vont dans le privé, qui reviennent. Okay. Ça, pour le coup, le conseil, comme c'est un peu malléable, ça attire plein de profils, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Et d'un autre côté, est-ce que tu observes un petit peu des défis dans ton métier? Ouais, bien sûr. Ou aussi, surtout, peut-être des défis futurs? Il y en a plein. Il y a un vrai enjeu du métier, mais ça, je pense que ça touche tous les groupes privés de réconcilier impact financier et impact social. Mais ça, c'est, je veux dire, évidemment, c'est une lapalissade. Mais comme de plus en plus de jeunes dans ma génération ont pas envie de faire de compromis cet impact-là, ces groupes-là, les grosses banques, les JP Morgan, Lazard, Rothschild, McKinsey, Bain, BCG de ce monde, en fait, c'est plus un choix. Ils ont plus le choix. S'ils veulent attirer des profils de gens intelligents, ils doivent avoir, ou en tout cas se préoccuper de leur impact social. Ça, c'est un premier sujet. Après, il y a un deuxième sujet aussi qui est fondamental, c'est les gens ne font plus carrière. Les gens font 2-3 ans dans une boîte et après ils changent. Et ils ont envie d'être toujours en risque. Alors qu'avant, la génération de nos parents, une fois que tu avais une place dans une boîte, juste y restais. Et tu faisais carrière, et c'était la chance de ta vie, et peut-être t'allais monter tel échelon. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont envie de se dire « Ah mais ça, personne l'a déjà fait avant, c'est super dur, c'est un problème qui me dépasse. » On se lasse beaucoup plus vite. On se lasse beaucoup plus vite. Et donc, il y a un enjeu d'attractivité du métier pour proposer des problèmes qui sont intéressants, avec des sociétés qui sont stimulantes intellectuellement, alors qu'avant, en fait, le seul nom McKinsey sur le CV, le salaire et le pseudo-statut social, bon, honnêtement, il n'y a pas de statut social avec ces métiers-là, quand on est jeune, on commence dans le monde du travail, ça suffisait à te garder. Et or, aujourd'hui, pas du tout. Et donc, il y a un vrai enjeu de fuite des cerveaux, des gens qui passent par ces cabinets et qui après montent leur boîte, etc. Parce que, en fait, c'est un héritage. Le brand name est tellement fort qu'on peut se reposer sur ses lauriers et se dire, en fait, il rentre chez McKinsey, il va rester toute sa vie. Mais il y a un enjeu de rétention quand même. Il y a un enjeu de rétention. Ouais. Et la génération aujourd'hui veut autre chose que un nom sur le CV. Honnêtement, je pense. Ok. Ah, t'as raison. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que c'est des beaux, c'est des défis qui sont vraiment sérieux et réels, quoi. Nous, notre génération, on représente aussi ces défis où t'as pas envie de te lasser, il faut une attractivité quand tu veux rentrer dans une boîte, il faut attirer des cerveaux et c'est vrai que la fuite des cerveaux dans beaucoup de boîtes, elle est réelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, elle est réelle et elle est liée, je pense, avant tout à, ce croisement générationnel avec des gens qui font carrière et des gens qui veulent se développer. En fait, comme les gens ont tendance à investir plus dans eux-mêmes, le jour où ils arrêtent d'apprendre, ils se disent, typiquement en fonds d'investissement, c'est souvent le cas aussi. Là, j'ai un peu tout vu, tout connu. Ouais. Je veux changer. C'est pareil dans le conseil. C'est la même chose. T'aimerais bien changer dans le futur? Enfin, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? C'est une très belle. C'est une très belle question. Je pense que l'important, c'est pas vraiment là où je me vois, c'est plutôt le chemin que je vais faire sur les 5 ans. Je pense que le conseil c'est une très bonne école. Moi, les sujets qui me passionnent au quotidien, c'est plutôt les sujets liés au monde de l'éducation, que ce soit l'éducation secondaire, le monde du supérieur, etc. Donc, si je peux allier mon futur métier avec un impact dans le monde de l'éducation, au-delà de ça, évidemment, je le fais déjà au quotidien avec une association qui s'appelle que j'ai co-créée, qui s'appelle Les Ombres, qui insère des enfants placés en foyer en famille d'accueil et qui réconcilie ce besoin fondamental que beaucoup de gens ont de manière assez humble entre mon impact à moi et l'impact que j'ai au quotidien. Ce serait quelque chose de très beau déjà. Donc dans 5 ans, si je peux avoir un impact sur le monde de l'éducation, ce sera avec grand plaisir, que ce soit dans le public, privé ou par moi-même. Devenir ministre de l'Éducation nationale peut-être? Je sais pas. Honnêtement, le précédent a pas fait long feu. Mais je souhaite bon courage et c'est un magnifique métier. Et je pense que le métier de professeur, typiquement, c'est quelque chose il y a rien de plus noble. De transmettre la connaissance, bien sûr. Transmettre la connaissance. Et c'est un enjeu qui va pas diminuer. Et je pense que, honnêtement, ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et je pense que, on a tous eu des profs figures qui nous ont inspirés. Peut-être que les ombres, et le job show un jour s'associera, pour faire émerger la connaissance, l'éducation. Comme on tend à briser des barrières sur l'orientation, sur la connaissance, ça permet aussi de mettre une pièce dans la machine et de donner des motifs d'espoir à des jeunes qui n'ont pas forcément cette information-là. Si on peut contribuer même à une petite échelle, c'est déjà complètement briser un rempart qui est dingue et qui leur permettra peut-être un jour de se réaliser par le travail. Voilà. Écoute, on partage
forcément cette vision-là, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ta vision et celle d'Antoine d'ailleurs qu'on embrasse parce que on embrasse Antoine qui est mon cofondateur de l'association Les Ombres. Antoine, voilà. Le cofondateur. Et ouais, non, c'est vraiment génial. Et donc, encore une fois, pour aider les jeunes, est-ce que toi, on retourne du coup sur Bien sûr. Du conseil, est-ce que tu aurais des conseils à donner ouais. aux jeunes pour percer dans le conseil finalement percer dans le conseil. Voilà. À l'échelle de mon métier, déjà, comme je le vois pas tant comme un métier, parce que plutôt comme une école, c'est compliqué de donner des conseils finis. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des études, vous pouvez faire ce que vous voulez à peu près, tant que vous êtes un peu le meilleur dans ce que vous faites et que ça vous épanouit intellectuellement. Donc, désolé, je te permets. Ouais, bien sûr. Donc, faites des études dans un sujet que vous aimez. Ouais, parce qu'en fait, c'est corrélé avec la capacité à avoir des bonnes notes et à réussir dans le sujet. C'est pas bien du sûr. tout un truc idéologique que je dis là. C'est simplement une fois que tu fais une formation dans laquelle t'es épanoui, globalement t'es bon, et si t'es bon, tu peux l'être dans plein d'autres domaines. Et bien sûr, donc le choix des études après le bac, c'est hyper important. Il faut pas se forcer à faire un domaine plutôt qu'un autre pour se dire sinon je me ferme la porte de tel ou tel métier. C'est le premier, et je pense à des gens qu'on a chez McKinsey, honnêtement, qui ont fait des lettres, qui ont fait des doctorats de physique. Enfin vraiment, ça n'a rien à voir. Pourtant ils sont là aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier sujet, je pense. Il faut être honnête avec soi-même et se connaître soi-même. Ça passe par discuter avec ses amis, discuter avec les gens qui nous connaissent bien, nos parents, pour pas se mentir à soi-même et faire le bon choix le jour où ça arrive. Et après, c'est un peu prétentieux aussi de donner des conseils quand on a mon âge, c'est-à-dire 27 ans. Mais moi, je pense que, et c'est le cas pour beaucoup de gens, on apprend beaucoup sur des rencontres très très personnel. Bien sûr. Et ça a une valeur parce que le jour où vous vous dites mais en fait j'aimerais bien être ce type, ça a une vraie, c'est dingue. En fait, si vous vous voyez être à la place de quelqu'un, moi typiquement j'ai vachement de mal à faire ça et à trouver des mentors en tant que tel, c'est déjà super bien. Donc parler à plein de gens, continuer à regarder les job shows, être curieux, et ça permettra de se faire une vraie idée sur les métiers. Et surtout ça démystifie la conversation en 2 secondes 30 quand on présente son métier, on comprend rien à rien. Et ça c'est important. Qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. Et il y a plein de gens qui sont plus âgés aussi. C'est pour ça que aussi je fais l'appel à écouter vos profs, enfin parler à des gens qui sont plus âgés que vous. Qui ont de l'expérience, bien sûr. Oui, s'ils ont 20 ans de plus, normalement ils ont vu plus de choses que vous. Et donc ils ont un avis qu'il faut prendre avec des pincettes, mais qui est aussi intéressant à prendre. Voilà. Moi, je salue mes profs que j'ai connus au cours de toute ma scolarité, qui en fait t'ont énormément inspiré. Et je pense que ce que je fais aujourd'hui, c'est à peu près la moyenne des conseils des profs. Comment? T'as de la chance, parce qu'il y en a qui savent pas. Il y en a, ça peut être le contraire. Mais du coup, typiquement, se construire en opposition à, ça marche parfois aussi. Je connais plein de jeunes entrepreneurs qui, typiquement, sont dans une revanche permanente contre tel ou tel prof qui les a pas considérés. Et en fait, ça marche aussi. C'est un moteur comme un autre. Et que ce soit un moteur d'aspiration en disant je veux être comme lui, ou, en fait, j'ai envie de le faire mentir. Il m'a dit que je ferais rien de ma vie. Et voilà ce que je vais faire. Peu importe le moteur. L'important, c'est d'être, continuer à être motivé au quotidien et à faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Faut voir le verre à moitié plein. Plein, plutôt qu'à moitié vide. C'est marrant, c'est la maxime que tous mes potes me sortent quand ils parlent de moi. Ils me disent, t'as un problème, c'est qu'en fait, tu vois jamais le truc à moitié vide. Et même si c'est une catastrophe, tu me dis, mais en fait, c'est une super idée, alors qu'en fait, tous les voyants sont rouges. Voilà. Donc oui, c'est exactement un peu ma maxime de vie aussi, donc voilà. Ok. Mais en tout cas, comme conseil, tu disais écouter les autres et se faire confiance et être curieux. Et je pense que tu as très bien résumé ton métier, en tout cas. J'espère. J'espère que c'est pas trop flou. Je pense que ça va aider beaucoup de jeunes qui veulent se lancer là-dedans. Vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Exactement. Louis.Signon, voilà, écrivez-lui. Et sinon, écoutez cette interview. En tout cas, merci Louis, parce que tu as été hyper clair. Et c'est bien d'avoir dans des métiers comme ça, assez complexes, d'avoir une vision claire de quelqu'un qui l'explique bien. Donc, toi qui veux aider les jeunes, là, je pense que tu les as bien aidés. Que ça a un peu démystifié. Tu as eu un impact positif, je pense. J'espère en tout cas. Et j'espère que ça permet de démystifier le métier, de le rendre plus humain aussi, et de briser un peu les tabous qui y a autour, notamment de ce métier-là, de McKinsey, etc. Pour montrer qu'en fait, finalement, c'est un métier qui est avant tout humain et que chacun peut se rendre capable de ça. Il suffit d'une graine d'envie, un peu de folie et surtout beaucoup de travail. Voilà. C'est beau cette fin. Bravo. En tout cas, merci beaucoup Louis. Je t'en prie. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne soirée. Nickel. Bonne soirée.